Toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un début de présentation des cahiers de Doué de Rimbaud, œuvre au programme du bac de français. Alors, on va d'abord revenir sur la genèse, c'est-à-dire la façon dont cette œuvre a été construite. Or, justement, à propos de cette façon dont l'œuvre a été élaborée, on a beaucoup de mystères qui subsistent, beaucoup de zones d'ombre. On sait que Rimbaud a confié ces deux cahiers, je mets le mot entre guillemets parce que ce n'est pas un terme que Rimbaud lui-même a utilisé, à Paul Demény, qui est un poète et éditeur et qu'il a rencontré grâce à son professeur Georges Isambard lors de ces deux fugues. Je vous renvoie pour ça à la vidéo de présentation de Rimbaud. Rimbaud, il confie ses cahiers à Demény, puis il va lui ordonner de brûler ses textes, mais ce dernier, fort heureusement, ne l'écoutera pas et va les conserver. Ainsi, les cahiers de Doué regroupent 22 poèmes qui ont été corrigés et recopiés par le jeune poète, mais ils ne seront publiés que bien plus tard dans un recueil intitulé Poésie et donc sous ce fameux titre de Cahiers de Doué. Mais peut-on à proprement parler de recueil? Il nous semble que cette appellation est finalement assez inadéquate pour plusieurs raisons. En effet, déjà, première raison, l'auteur, Rimbaud, n'a pas donné ce titre à l'ensemble des textes qu'il a donnés à Paul Demény. Autre raison, les dates indiquées au bas de plusieurs poèmes restent incertaines. Est-ce que ces dates font référence au moment où les poèmes ont été écrits? Est-ce que ces dates font référence à la date de recopiage de ces poèmes? On n'en sait strictement rien et on se rend compte qu'aucune lecture chronologique de ces poèmes n'est possible. D'autre part, à la lecture de ces 22 poèmes, on constate qu'il n'y a aucune organisation, aucun fil conducteur, ni même d'assemblage véritablement thématique, puisque finalement, lorsqu'on lit ces 22 poèmes, on se rend compte qu'on alterne entre des poèmes qui sont courts, des poèmes qui sont longs, des poèmes qui vont être satiriques, des poèmes qui vont être lyriques. Finalement, les sujets abordés sont très divers, ainsi que les tonalités employées. Ces deux cahiers, en fait, regroupent un ensemble de feuillets. Le premier cahier regroupe des poèmes qui ont été écrits sur de grandes feuilles et ce sont les poèmes qui ont de première soirée à Rage de César. Le second cahier, quant à lui, est rédigé sur du papier à lettres et comprend les poésies allant de Rêver pour l'hiver à Ma bohème. Aucun sommaire n'a jamais été proposé et finalement, au fil des différentes éditions qui se sont succédées, différents ordres ont été proposés, mais aucun n'a été finalement validé par l'auteur lui-même. Alors, même si il est impossible de repérer un fil conducteur très clair, on peut peut-être, le lecteur en tout cas, peut s'amuser à établir des effets d'ensemble dans ce recueil. Déjà, on se rend compte que l'ensemble des poèmes du second cahier sont des sonnets déjà, et datés d'octobre 1870. Les dernières poésies, soit Au cabaret vert, La Maline et Ma bohème, semblent dessiner un cycle de l'errance, où on a cette image du poème vagabond qui va s'arrêter dans des auberges et qui va parcourir les chemins en quête de nouveau. On a par contre des poèmes qui peuvent fonctionner plutôt comme des antithèses. Par exemple, le poème À la musique va décrire une bourgeoisie provinciale avec ses gros bureaux bouffis et ses grosses dames dans une caricature de cette mesquinerie bourgeoise, alors que les effarés vont décrire des petits enfants affamés et ça peut finalement illustrer les contrastes sociaux de l'époque de Rimbaud. D'autres poèmes, en revanche, peuvent vraiment se faire écho, comme Au cabaret vert et à la maline, qui semblent fonctionner en miroir, dans une scène qui se répond de l'un à l'autre des poèmes. L'une des choses aussi qui semble assez évidente à propos des poèmes qui sont regroupés dans les cahiers de Doué, c'est que nous sommes confrontés à des poèmes situés entre l'enfance et l'adolescence.
On peut considérer que certains poèmes font écho à des souvenirs d'enfance, alors pas forcément des souvenirs d'enfance directs, mais où le poète Rimbaud va s'identifier aux enfants qu'il peut évoquer dans ses poèmes. C'est le cas des enfants dans la souffrance dans Les Effarés, qui devant le soupirail du boulanger qui fait cuire son pain bavent en fait, ils rêvent de ce pain chaud qu'ils pourraient avaler, collant leur petit museau rose au grillage, chantant des choses entre les trous. Dans le poème Le Buffet aussi, on a l'impression d'entendre là un enfant qui se rappelle justement des contes et des souvenirs du passé qui ont pu lui être racontés. Quand il s'adresse justement à cet objet qui est alors personnifié. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. On a l'impression que ce buffet est une sorte de livre avec des pages flétries par le temps, que l'enfant ouvre et dont il se nourrit. L'adolescence, bien entendu, fait référence à l'âge qu'a Rimbaud au moment de la rédaction de ses poèmes, et elle est pour lui synonyme de vagabondage et d'errance. Et d'ailleurs, on le surnommera lui-même l'homme aux semelles de vent. Dans ma bohème, il évoque par exemple je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, et donc ça fait bien sûr référence aux nombreuses fugues de Rimbaud. Il évoque aussi, toujours dans ce poème, son aspect vestimentaire débraillé et un peu misérable. Mon unique culotte avait un large trou. Hormis l'errance, il va aussi évoquer ses premiers émois amoureux, avec cette sensualité qui est en train de poindre chez l'adolescent. Par exemple, dans Rêver pour l'hiver, il met en scène le fantasme d'un jeu amoureux. Un petit baiser, comme une folle araignée, te courra par le cou et tu me diras « Cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Et ce fantasme, on le retrouve d'ailleurs dans La Maline où il rêve d'embrasser la serveuse à la poitrine plantureuse. Puis comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser, tout bas, sans donc, j'ai pris une froisse sur la joue. Donc on l'a dit, le surnom de Rimbaud, l'un de ses surnoms va être l'homme aux semelles de vent et c'est en effet un être continuellement en mouvement. Je vous renvoie à la première vidéo pour évoquer les différentes fugues qui ont jalonné son existence et dont on retrouve des traces dans ses poèmes. On sent qu'il y a toujours envie de bouger, d'être dans un refus de l'immobilité. Mais souvent cette errance est sans but précis. On n'a pas l'impression qu'il y a une véritable destination et on peut noter la répétition, la récurrence du verbe aller dans les poèmes. Par exemple dans Au cabaret vert, depuis 8 jours j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. Ou encore dans ma bohème je m'en allais et dans Sensation j'irai loin, bien loin. Donc le verbe est soit conjugué d'ailleurs à l'imparfait, soit au futur. On retrouve aussi dans ce poème, lié à la jeunesse de l'auteur, l'envie de provoquer. Déjà, il choque toujours ses contemporains, puisqu'il a toujours un comportement très provocateur, il est souvent en état d'ivresse, il a souvent des tenues extravagantes, et cette provocation se retrouve finalement dans ses premiers poèmes. Par exemple, dans Le Forgeron, il va jusqu'à l'insulte et à l'appel au meurtre de tous ceux qui soutiendraient la monarchie, et s'exclame un merde à ces chiens-là. Il n'hésite pas à recourir à la scatologie dans Vénus Anadyomène, où cette Vénus sortie des eaux ne ressemble rien à la Vénus de Botticelli, mais évoque davantage une prostituée dont il parcourt les parties les plus intimes, en commençant par le col, en descendant le long de l'échine et de sa large croupe, et il finit avec ce passage célèbre, belle hideusement, d'un ulcère à l'anus. Il n'hésite pas aussi à caricaturer la petite bourgeoisie de province à la musique en évoquant les rentiers à lorgnon, les gros bureaux bouffis qui traînent leurs grosses dames, les clubs d'épiciers retraités ou encore les bourgeois à boutons clairs qui ont une bedaine flamande. Et lui est à l'écart, débraillé comme un étudiant, tout occupé à fantasmer sur les jeunes filles qui l'entourent. La prochaine fois, lors de la prochaine vidéo, nous évoquerons quelques thèmes du recueil. Je vous dis à très bientôt.